Le président Alpha Condé qui a voté dans son quartier à Kaloum, qui a fait un lapsus. Les observateurs de l'Union européenne ne se sont pas déployés dans cette élection en Guinée. Il s'est vite rattrapé, le président guinéen. Et préciser que deux invités vont nous retrouver au cours de cette édition pour faire pour poursuivre, de suivre, pour continuer de suivre cette journée électorale. Alpha Boubacar, ce n'est pas que Alpha Condé qui a voté parmi les principaux candidats, son challenger direct aussi l'a fait. Et tout à fait, hein, Rudolf Karr, de son côté, Cellou Dalein Diallo, le principal challenger du président sortant Alpha Condé, vous le disiez, a lui aussi accompli son devoir citoyen. L'opposant a voté dans le quartier de Dixine à Conakry, Cellou Dalein Diallo, qui lui se dit plutôt confiant pour la suite des événements. Et on va justement écouter le candidat de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. Monsieur Diallo, c'est ça. Monsieur Diallo. Oui. Cellou Dalein Diallo, le principal challenger du président sortant Alpha Condé, qui émet déjà des doutes sur la crédibilité et la fiabilité de cette élection. Et dans ce studio, nous avons déjà l'un de nos invités. Il s'appelle Oumar Deko Diallo. Vous êtes un membre de l'UFDG, il faut le préciser. C'est donc là votre leader qui vient de parler. Bienvenue et merci de nous rejoindre. Merci beaucoup et bonjour. Alors, déjà un mot sur la déclaration que Cellou Dalein Diallo vient de faire, déjà des craintes sur le déroulement du processus électoral. Est-ce que ce n'est pas un peu tôt alors on est qu'à la mi-journée? Alors, moi je disais que je pourrais dire que c'est pas tôt parce que si vous savez, en Afrique en général, dans les pays francophones, et l'Union européenne est l'organe spécial de surveillance des élections. Et dans une élection où l'Union européenne n'a pas déployé des observateurs, donc nous doutons tous de la crédibilité des élections. Et ce qu'il faut également rappeler, que nous allons à ces élections-là avec M. Alpha Condé, qui est tout à fait sur la lignée illégale parce qu'il est en train de tenter de briguer un troisième mandat et qui a aujourd'hui non seulement tous les appareils de l'État, l'armée, la police, la gendarmerie, y compris les finances de l'État. Donc il y a un doute quand même, nous avons quelque chose à craindre et c'est normal qu'on ait ce doute-là. Alors, on va retourner tout de suite, on ira tout de suite à Conakry pour retrouver notre correspondant Tierno Alpha Ibrahima Baldé qui est en ligne. Tierno, on a vu le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a émis quelques craintes, quelques doutes sur la façon dont les choses se passent dans cette journée électorale. Est-ce qu'ils vous ont donné des éléments concrets ou bien ce sont juste des déclarations? Oui, d'abord, quand il faut dire que c'est des déclarations, après l'opération de vote de Céline Diallo, il est venu devant la presse pour donner des informations sur le processus, ce qui se passe sur le terrain. Mais nous avons tenté de vérifier un peu d'informations sur le terrain. Nous étions dans quelques bureaux de vote tout à l'heure dans la commune de la Touma, où il y avait quelques problèmes, des électeurs qui viennent avec leur carte d'électeur et
Et malheureusement, ils ne retrouvent pas leur nom sur la liste des nationale. Donc, ils n'ont pas pu voter. Je vous donne même l'exemple dans le quartier la capitale a eu un problème. Elle est venue, elle n'a pas pu trouver son nom sur la liste des nationale. Mais là, j'étais tout à l'heure avec elle. Elle me disait non, elle est très émotivée parce que étant chrétienne, elle pensait venir voter. Elle a appelé, elle a passé un mois à demander à une Guinéenne de venir voter pour elle. Et si elle vient voter, elle ne trouve pas son nom. Pour elle, c'est très compliqué. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui viennent voter, mais ils ne retrouvent pas leur nom. Il y a des bureaux de vote aussi, quand il faut y aller. Le matériel électoral manque. D'autres bureaux de vote, il y a des membres de gang. D'autres bureaux de vote, ils n'ont pas de carte des bulletins manquent. D'autres bureaux de vote aussi, il y a des pics qui manquent. Donc, c'est des petits problèmes. Mais la série a Alors, Thierno Alpha Baldé à Conakry, après tout, est-ce que ce ne sont pas des dysfonctionnements mineurs? Oui, pour le moment, on peut qualifier que c'est des dysfonctionnements mineurs pour le manque, pour le manque de matériel dans les bureaux de vote. Mais sur, par exemple, ce qui est arrivé à Dr Bankale, on peut dire que c'est des erreurs de la CENI. Nous avons remonté un peu les enquêtes au niveau de la CENI. La CENI a vraiment reconnu ces erreurs. Il y a effectivement des gens qui n'ont pas pu avoir, qui ont fait remarquer, qui ont reçu les mêmes informations, mais qui tentent de corriger ces dysfonctionnements. Mais pour le moment, on peut dire que le scrutin se passe dans le calme et dans la sérénité. Et si ce n'est pas ces petits problèmes, signaler dans quelques heures. Merci beaucoup à vous, Thierno Alpha Ibrahima Baldé. Je rappelle que vous êtes notre principal correspondant en Guinée et vous êtes à Conakry pour suivre cette élection. On va certainement vous retrouver dans nos prochaines éditions. Le temps d'accueillir notre second invité. Je suis en studio, je le rappelle, avec mon collègue Alpha Aboubakar. Ismaël Somparé, bonjour et merci de nous retrouver. Bonjour et merci. Vous êtes un fidèle partisan et supporter d'Alpha Condé dans la communauté guinéenne ici à Dakar. Comment est-ce que vous suivez les élections? Bon, je suis les élections avec attention, on la suit de près. Pour le moment, on peut dire que l'ambiance pour le moment est paisible. Donc, nous souhaitons que les choses continuent comme ça, malgré quelques anomalies qui ont été déjà signalées à la CENI, qui est en train de trouver des solutions pour pouvoir pallier à cela. Et nous prions tout un chacun d'être serein, de continuer dans ce sens jusqu'à la fin de ces élections pour que tous les Guinéens puissent sortir gagnants dans cette étape vraiment cruciale pour notre nation. Merci beaucoup. On va continuer à suivre donc la déclaration des principaux candidats. On va écouter maintenant le docteur Ousmane Kaba, qui est le président et candidat du Parti des démocrates pour l'espoir PADES. Lui, il a voté à Cancan. On va l'écouter. Il a aussi dénoncé d'énormes anomalies à Cancan, son fief et le fief du président Alpha Condé. On écoute le docteur et candidat Ousmane Kaba. Nous avons déjà enregistré des incidents, des anomalies. Les responsables ont demandé plus de 449 bureaux, alors qu'il devrait y avoir 335 bureaux seulement dans la commune urbaine. La dernière chose qui s'est enregistrée, nous avons dans une politique de nous avons déposé c'est la même chose dans les grands quartiers de Cancan. Nous avons enregistré aussi des incidents à Koumana. Koumana, c'est la sous-préfecture de Kouroussa, où le sous-préfet veut remplacer la CENI. Il empêche même nos responsables d'être présents dans les bureaux de vote à Koumana. Fansan, c'est un petit village à côté de Baro, le village du président aussi est dans la zone de Kouroussa, où à Fansan, les militants sont molestés, ils n'arrivent même plus à voter. Nous avons enregistré également beaucoup de bruit dans tous ces camions pour être sur la route de Kifilou, en allant vers Morbaya. Nous avons enregistré aussi la même chose, des pick-up remplis de bureaux fictifs qui se rendent dans la zone de Komodou, sur la route de Koumane. Nous souhaitons vraiment que ces élections soient apaisées, que les préfets Il répond à toutes les critiques, quoi. conformément à la loi guinéenne, ils doivent observer la plus des normalités. C'est donc le docteur Ousmane Kaba qui a voté à Cancan, le fief du parti au pouvoir et son fief principalement. Beaucoup de problèmes donc
noté dans cette mi-journée. Alpha Aboubakar, on a pu joindre l'un des responsables de la CENI. Et tout à fait, Rodolphe Karl, beaucoup de problèmes déjà notés avant la fin de ce scrutin. Et on va justement écouter cette fois-ci Ali Boukar Samoura. Il est le directeur de la communication de la CENI. Il répond justement aux différentes critiques et aux différentes interventions de l'opposition comme du parti au pouvoir. Et on va justement l'écouter. Il a été joint par Elie Senghor. Vous avez mis sur silencieux? Silence. T'as mis ça sur silencieux? Si silencieux, vous l'avez fait? Le téléphone, mettez-le sur silencieux.
C'était donc Ali Bouka Samoura, le directeur de la communication de la Commission électorale nationale indépendante en Guinée, qui nous donne des explications sur toutes les anomalies notées depuis le matin dans le processus électoral, des électeurs qui n'ont pas retrouvé leur carte, des électeurs qui sont ballottés de bureau de vote en bureau de vote, le docteur Ousmane Kaba qui dit qu'à Cancan, il y a des bureaux fictifs. Donc, il a répondu à toutes ces questions après Aboubacar. Et justement, Rodolphe Carle, beaucoup d'anomalies notées, vous le disiez, notamment le cas de Bokeh où il n'y a toujours pas eu de solution pour les 14 000 électeurs qui ne peuvent toujours pas voter faute de carte électorale. Et on va un peu revenir sur ça. Alors, je vais me tourner vers vous, monsieur Diallo, vous êtes membre de l'UFDG, on va le rappeler. Alors, vous avez souligné l'absence des observateurs de l'Union européenne. Alors, est-ce que la présence des observateurs de l'Union africaine et de la CEDEAO en Guinée, qui sont quand même des observateurs indépendants, ne rassure pas selon vous? Eh bien, c'est qu'il faut rappeler, et comme je le disais précédemment dans mon propos, l'Union européenne est l'organe par excellence d'observation des élections en Afrique, nous le connaissons tous. Et ce qu'il faut également rappeler que l'Union africaine, c'est bien que l'Union africaine est présente en Guinée à travers la CEDEAO, les observateurs électoraux de la CEDEAO sont présents en Guinée, mais ce qu'il faut déplorer, ce n'est pas que la présence de ces observateurs de la CEDEAO. Aujourd'hui, vous venez d'entendre le porte-parole de la CENI, le responsable de la communication de la Commission électorale nationale indépendante de la CENI, avec toutes ces irrégularités-là, tous ces dysfonctionnements avec lesquels nous organisons ces élections, il y a de quoi à craindre aujourd'hui. Parce que quand on parle d'observateurs, c'est qu'il faut comprendre, et ils feront observer et après faire un rapport. Donc ils n'ont pas de force obligatoire, ils n'ont pas d'injonction à donner à la Commission électorale nationale indépendante. Elle est indépendante. Donc il y a de quoi craindre. Mais ce qu'il faut aussi dénoter, c'est des observateurs qui nous viennent des pays quand même que nous connaissons tous, des pays comme le Cameroun, des pays comme la Guinée équatoriale. Nous nous interrogeons tous sur ces gens-là parce que en temps normal, des pays, lorsque Obiang Nguema envoie un observateur Alpha Condé, moi je me pose des questions. Lorsque un observateur nous vient du Cameroun, on s'interroge quand même sur sa crédibilité. Lorsqu'un observateur nous vient de la Côte d'Ivoire pour observer des élections en Guinée auxquelles Alpha Condé est parti, je m'interroge également sur leur sincérité à dire la vérité dans ces élections. La crédibilité des autorités de ces pays n'engage pas tous les citoyens. Est-ce que vous n'allez pas un peu trop loin? Je ne parle pas loin parce que vous savez, moi, par exemple, le choix des observateurs, permettez-moi de terminer, le choix des observateurs, lorsque un pays organise des élections, il en fait la demande à la CEDEAO. Et la CEDEAO, les pays membres de la CEDEAO fait la demande, renvoie la demande au pays. Et c'est les autorités qui se font représenter dans ces élections-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc les représentants, les observateurs de ces pays-là aujourd'hui en Guinée sont des représentants directs des autorités de leur pays de provenance. Non, et ils sont quand même sous le couvert des organisations, des organisations de la CEDEAO. De la CEDEAO. Évidemment, ils ne sont pas là au nom de leur pays, ils sont là plutôt au nom de ces organisations. Mais ils sont là au nom d'une organisation auquel leur pays est parti, et auquel ils ont été suggérés par les autorités. C'est ça, oui. Bon, un peu j'ai ma Ismaël Sombari, qui me dénonçait déjà. Bon, Allez-y. déjà, les propos qu'il a tenus, c'est des propos incongrus, parce que, c'est-à-dire, il faut un peu, c'est pour ça, hier, avant-hier, je le rappelais dans une émission, il faut décoloniser la pensée de la jeunesse africaine. Comment est-ce qu'un monsieur comme ça, qui fait le droit, peut se permettre de dire que l'Union européenne, c'est l'organe par excellence qui est censé superviser les élections en Afrique, mais au nom de quoi? Sous quelle base, sur quel prétexte? Basé sur la crédibilité. Non, crédibilité au nom de quoi? Parce que les Africains pensent que tout ce qui est Union européenne, c'est-à-dire des pays qui sont de l'Union européenne, qui ne sont pas toutes des démocraties, je précise. Parce que l'Italie, c'est une démocratie sous une autre forme. Hein? L'Angleterre, c'est une démocratie sous une autre forme. Donc, mais des démocraties. Non, des démocraties quand même. Donc, nous voulons aujourd'hui en Afrique une démocratie souveraine où les Africains, à travers des institutions africaines, peuvent venir observer les élections africaines sur notre propre territoire. Maintenant, moi, je suis vraiment désolé que j'ai un jeune devant moi qui a fait le droit, qui se permet de me dire parce que l'Union européenne n'a pas participé à la supervision des élections, donc pour lui, c'est nul le non-avenir. Et d'abord, le paradoxe, l'amalgame qu'il fait, il va les citer le Cameroun, il va les citer la Côte d'Ivoire, il va les citer Obiang Nguema. Mais il oublie une chose. Il ne cite pas la Russie. Pourquoi? La Russie, c'est une démocratie, mais souveraine.
C'est une démocratie souveraine. Donc ici, il ne s'agit pas de voir Obiangema ou autre chose. C'est des pays aujourd'hui qui sont en voie d'émergence, qui sont en voie de développement, dont les présidents sont traités de dictateurs parce qu'ils ont duré à la tête de leur pays. Donc pour eux, les présidents comme Ouattara, les présidents comme Obiangema, des présidents comme, comment on appelle, le président Paul Biya, c'est des gens qui vont venir soutenir la candidature du président Alpha Condé. Il ne faudrait pas qu'on essaie d'analyser des choses comme ça. C'est très important. Ce que moi j'aimerais dire aujourd'hui, c'est quoi? Pour une première fois en Afrique, que nous les Africains, nous le disons, quelles que soient nos ambiguïtés, quels que soient nos différends, que les Africains puissent se regarder en Africains, qu'on ait confiance en nous, qu'on se dise que quel qu'il en soit, quel que soit le résultat, c'est l'Afrique qui gagne, qu'on soit fier que nos institutions africaines puissent venir. Oui, mais avec toutes les contestations, monsieur son parlé, non, avec ça toutes les d'abord, contestations, on va aller doucement, on va aller Ce qu'il faut doucement. préciser, c'était juste une façon d'abord de l'interpeller pour dire que nous sommes une démocratie souveraine de par l'histoire de la Guinée. Ça, c'est un. Donc, on n'a pas à recevoir l'ordre de qui que ce soit. Donc, l'instance africaine qui est censée superviser les élections et ressortir la crédibilité des élections en Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO. L'Union africaine n'a pas pour but de s'immiscer là-dedans, mais elle a pour but Ce n'est de... pas une question Attendez, d'élection. Non, ce n'est laisse-moi pas une finir, question mais laisse-moi d'élection. finir. Non. L'Union africaine est là, qui a un organe qui lui représente au niveau de chaque zone. On a la CENAC, on a la CEDEAO. Donc, si l'Union africaine, par exemple, veut se rabattre sur un pays par rapport à la crédibilité des élections, elle s'oriente vers l'organe qui est censé superviser, oui. qui est la CEDEAO. Mais maintenant, pour revenir par rapport aux irrégularités. Attendez, il faut y réagir rapidement et puis on D'accord. revient. Alors, comme je parlais de l'Union européenne, ce qu'il faut rappeler, nous sommes dans une démocratie. Et aucun pays aujourd'hui. Quel type de démocratie? Aucun Attendez, pays, laissez-moi permettez terminer, de- aucun permettez pays de- n'est appelé à vivre en vase clos. Donc il y a cette Ah, mais ça, c'est des interconnexion. chimères qu'on Il balance y a- tout le temps non, aux gens attendez, pour dire attendez, que- il y a cette que- interconnexion, il y a cette que- interconnexion. Et rappelez-vous que nous sommes en Afrique et dans un pays francophone, d'accord? Dites-moi un pays où des élections présidentielles se sont tenues en Afrique francophone, Oui. où l'Union européenne n'est pas venue Il observer y a les plein de élections. pays Non, africains. citez-moi Non, un je te pays. le- je te le cite. Non, Non, donnez-moi je te- l'illustration d'un pays Oui. où francophone, Oui. où il y a eu des élections présidentielles, Oui. où l'Union européenne n'est pas venue observer ces élections. Premièrement, pour te dire que ça n'existe pas parce que nous sommes. Qu'est-ce qui n'existe pas? Non, ça n'existe pas. L'Union Bon, européenne- on va pas, Non, on va pas non, concentrer le non, débat je suis autour désolé, de le débat n'est pas l'observation. concentré Non, sur je suis le désolé. mais il Permettez- faut rappeler à M. permettez, Diego, monsieur- c'est un débat monsieur c'est un Diego. débat de complexe pour dire de lui citer Non, un c'est pays. pas- Attends, mais c'est un complexe parce que moi je me pose la question. Dépassionnons le débat, on chers va invités. dépasser. Dépassionnons Est-ce le que débat. on dit- Jusqu'ici, Non, j'ai la je- police des non, débats. moi- Permettez, moi, je- permettez, non, permettez. Non, vous on allez revient- permettre d'aller Oui, jusqu'au oui, bout. non, Parce non, que- permettez. non, juste- On va fermer cette page et puis on continue cette émission. D'accord, On mais va il parler faut maintenant juste des aussi- irrégularités Non, j'aimerais notées juste- jusqu'ici en Guinée. On va parler des suis d'accord. irrégularités notées jusqu'ici. Mais est-ce que ça n'entache pas l'organisation de cette élection quand nous disent quand même qu'à Bouquet, il y a 14 000 électeurs qui ne pourront pas voter? D'accord, d'abord pour répondre, je vais juste souligner un petit point, c'est pour lui dire une chose. Comme il a dit, j'ai dit que nous sommes des complexes. Il faudrait qu'on essaye de sortir de ce complexe-là. C'était juste une précision pour le dire. Votre message est passé. Donc maintenant, Ce par n'est rapport, pas une par question de rapport, Non, complexe. permettez-lui. Par rapport aux- de- par par rapport- rapport- Permettez par qu'on ferme rapport- cette page et qu'on L'égalité, continue. Par c'est rapport une question au- de transparence. Chers par rapport au- invités, on ne va pas concentrer le débat sur ce point. Permettez qu'on ferme cette page. par rapport aux irrégularités, vous savez, Dr Ousmane Kaba, c'était l'opposant. Donc aujourd'hui, moi, je ne peux pas me permettre de me dire que ce qu'il dit, que ce sont des allégations ou c'est juste quelque chose qu'il veut balancer pour balancer. Je pense que c'était un monsieur bien réfléchi, il est intelligent, il n'a pas jugé nécessaire comme ça d'aller aux élections sans pouvoir consulter sa base ou avoir ses propres raisons politiques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est la CENI aujourd'hui est en train d'apporter des réponses à ces anomalies qui ont été signalées. Mais il reste à savoir, parce qu'il y a des observateurs sur le terrain, est-ce que les propos ou les affirmations avancées par M. Ousmane Kaba corroborent réellement à ce qui se passe sur le terrain? Quand tu parles de bureaux fictifs, quand tu parles de nombre d'électeurs qui a doublé dans certaines zones, des pick-up qui sont remplis des urnes, qui vont aller faire un bourrage, ça c'est des affirmations. Donc pour le moment, les observateurs sont sur le terrain, ils vont faire leur analyse, ils vont faire leur rapport. Maintenant, l'organe qui est censé maintenant faire le rapport de tout ceci, essayer de tirer une synthèse, c'est la CENI, et après qui va proposer à la Cour constitutionnelle qui est censée regarder, voir réellement est-ce que les anomalies ou irrégularités qui ont été citées de part et d'autre, est-ce que ce sont des irrégularités qui peuvent entacher jusqu'à ce qu'on puisse annuler certains bureaux de vote ou certains endroits ou certains votes, Mais comme on l'a vous constaté. suivez le début, vous suivez le vote depuis le matin et vous savez très bien que ce n'est pas seulement Ousmane Kaba qui a diffusé de telles sortes d'informations. Oui, il y a beaucoup d'anomalies. Oui, c'est ce que je précise. D'abord, il y a une chose qu'il faut préciser par rapport au nombre d'électeurs tout à l'heure que le monsieur venait de signaler.
Il y a des gens qui ont refusé, par exemple, d'aller et qui ont refusé de passer devant la machine pour une seconde fois pour leur permettre de récupérer leur carte d'électeur, qui ont jugé nécessaire ou préféré de garder l'ancienne carte d'électeur, sachant qu'avec ce système-là, ça ne pourra pas marcher. Donc ça crée des conflits. Mais on ne va pas essayer de voir les choses comme ça parce que nous sommes en politique. Il faut se mettre dans la peau de l'opposant. Donc même si c'est fait comme ça, il va essayer d'embellir pour lui permettre d'avoir une posture qui va lui permettre de dire 114 000 ou 14 000 électeurs n'ont pas voté parce qu'ils n'ont pas reçu de carte d'électeur, tout en mettant de côté que ces gens-là n'ont pas voulu passer devant la machine pour leur permettre d'avoir de nouveaux cartes d'électeurs. C'est comme ça qu'il faut analyser les choses. Parce que quand on est opposant, on dit souvent ce qui nous arrange. Mais ce qui nous arrange pas, on essaie de trouver des arguments fallacieux pour pouvoir convaincre les gens à dire que ce que nous avons affirmé, voici la réalité du terrain, voici ce qui se passe. Donc pour le moment, les irrégularités sont constatées et déclarées de part et d'autre. Et on vient d'écouter le directeur de la communication qui a précisé quelque chose. Souvent, il faut rappeler aux Africains, lorsqu'on organise des élections, la perfection, elle n'est pas humaine. Donc on essaie d'aller au-delà des moyens légaux que nous avions. On a vu pour la première fois en Guinée. On ne peut pas se débrouiller pour organiser des élections. Pour une première fois en Guinée, vous aurez votre temps pour répondre. Pour une première fois en Guinée, nous voyons toutes les institutions africaines et panafricaines se mêler de l'élection, voire même l'ONU. Jusqu'à ce que les rapports soient sortis, même récemment, le dernier conflit par rapport au PV, c'était des normes standards qui étaient là. Donc on a demandé aux gens, c'était 6 pages. Mais à cause de la revendication de l'opposition, la CENI était obligée de photocopier pour permettre à ce que chaque candidat puisse avoir des papiers de PV. Donc on affiche déjà la bonne volonté qu'elle a. Mais si cette bonne volonté, elle est tout le temps calculée de façon politique, là, il y a problème. Donc, il faudrait qu'on essaie d'efforts de sortir de ce cadre politique. Oui, on va permettre maintenant à Djeko Diallo de répondre. Alors, je commence par son dernier point. Il dit que c'est la bonne volonté. Je rappelle qu'avant-hier, le vendredi, le porte-parole de la CENI, il était dans les ZZ, c'est une radio et télé, à espace. Alors, les grandes gueules. Il en a rappelé que la CENI était dans la posture d'organiser des élections au cours desquelles les représentants de l'opposition n'auront pas les PV, c'est-à-dire les procès verbaux. C'est à sa sortie de cette émission que l'opposition s'est rendue compte que si on part aux élections avec cette situation, que nous partons perdants. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on part dans une compétition électorale et qu'on vous dit que vos représentants vont participer aux élections de 8h à 18h et qu'ils n'auront pas le justificatif. Ils leur diront que voici le nombre de votants, voici le nombre de bulletins nuls. C'est que à l'avance, nous savons que déjà que cette CENI-là n'était pas prête à organiser des élections. Ces incongruités-là, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que tout simplement, à la veille des élections, il a fallu qu'on sorte une note de service pour nous dire que désormais, il faut accepter que l'opposition ait des procès verbaux. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on organise une élection présidentielle et que les représentants de l'opposition ne peuvent pas avoir des procès verbaux de ces élections-là. Ce n'est pas possible. Mais ce problème, il a été réglé finalement. Il a été réglé sous pression. Ce qu'il faut aussi rappeler, hein, et on parle d'omission, comme les membres de la CENI l'appellent. Ce n'est pas une omission. C'est des choses qui ont été sciemment faites. Parce qu'à Cancan, ce qui se passe à Cancan, c'est sciemment fait et ça se justifie par le fait que Cellou Dalein Diallo, il n'a pas pu accéder à la ville de Cancan, tout simplement connaissant sa popularité, connaissant aujourd'hui la déception de la population de Cancan par rapport au régime désastreux de M. Alpha Condé. Il ne peut pas organiser des élections et gagner même à Cancan, même dans son village natal. Si on organise ces élections-là de façon transparente et responsable, M. Alpha Condé ne peut pas gagner dans son village natal. Tout ça dénote un peu aujourd'hui. Ils ont envie de faire de cette mascarade électorale et pomper les urnes au niveau de Cancan pour lui permettre de sortir victorieux dans ces élections-là. Et chose qui ne marchera pas parce que nous aussi, nous avons des pierres. Et la même chose risque de se passer. Parce que aujourd'hui, nous tendons même vers l'annulation de la zone de Cancan. Et nous parlons de Cancan. Nous oublions Sigiri, ce qui se passe à Sigiri. Nous oublions ce qui se passe à Télimilé, où ils ont omis carrément plus de 8000 personnes. Les gens viennent, il y a toute la localité, ils viennent, on te transfère plus de 10 km pour aller voter. Mais les gens n'ont pas les moyens pour se faire. Et ça n'a pas été signalé à l'avant. C'est à la veille que ces gens-là ont été signalés que votre bureau de vote se trouve à 8 km, à 10 km. Vous avez vu un peu l'incongruité, l'irresponsabilité de la CENI. Autre chose qu'il faut également rappeler, c'est le cas de Mme Dr Makali Traoré. Elle est quand même candidate à l'élection présidentielle. Elle vient à son bureau de vote, elle ne trouve pas son nom sur la liste électorale. C'est quand même décevant. C'est quand même décevant. Est-ce que ça ne donne pas de l'eau au moulin de ceux qui n'encourage pas aujourd'hui à l'opinion nationale
y compris les observateurs régionaux qui se trouvent en Guinée, vous savez, quand vous animez un débat comme ça, permettez, jusqu'à preuve du contraire, je vous ai donné le temps de parole, ce qui est beau dans le débat, lorsque l'adversaire il a plus de 4 minutes de temps de parole, il faut organiser, on va organiser. C'est bon, permettez-moi de terminer, parce que oui, allez-y, monsieur Somparé. Alors, quand il y a toutes ces anomalies où des gens, on les déplace de leur bureau de vote pour les mettre 10 km après, on voit un candidat qui n'a pas son nom sur la liste électorale, est-ce que ça ne donne pas de l'eau au moulin de ceux qui pensent que le régime a organisé ces élections pour les gagner? Je l'ai toujours dit, il faudrait d'abord essayer de dire les choses de façon un peu résumée. On n'est pas là, on est là juste pour un petit temps. Donc il faut savoir faire l'économie du temps du moins. Donc moi je vais d'abord rappeler quand vous prenez la parole. Non, moi je vais d'abord l'économie. Non, moi je vais, c'est-à-dire je vais pas aller trop loin comme lui. C'est-à-dire moi je m'accentue sur les faits, je ne rentre pas dans la théorie. Ce qu'il vient de souligner, c'est vraiment aberrant. Nous sommes aujourd'hui à une élection. Moi j'appelle d'abord à l'apaisement. Je n'appelle pas d'abord à la révolte ou à l'incitation parce que les propos qu'il tient là, c'est des millions d'auditeurs qui nous suivent, qui ne comprennent pas les choses de la même manière. Ce n'est pas la révolte. La révolte, donc laisse-moi dire que tu as déjà parlé. Donc ce que moi j'aimerais faire savoir à M. Diego, c'est quoi? Lorsque nous sommes censés aller à une élection, aller à une élection n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. D'abord, je la précise. Et les partis aujourd'hui de l'opposition réellement qui se réclament aujourd'hui, dire avoir toujours été volé les élections aujourd'hui, comme il l'avoue, c'est catastrophique, ce que nous assistons, c'est malveillant. On oublie que chez nous, chacun a le même poids, c'est-à-dire 7-7 au sein de la CENI. C'est ce que moi je ne peux pas comprendre. Vous avez vos commissaires, nous avons la mienne. Donc maintenant, si au sorti de tout ça... Précisez que les commissaires de l'opposition dans la CENI quand même ont dénoncé à la veille des retraits de cartes d'électeurs dans plusieurs localités. Vous avez suivi ça aussi? Non, j'ai suivi ça, mais c'est-à-dire, il ne faut pas chercher le mal où ça n'existe pas. Aujourd'hui, il a parlé des procès-verbaux. Vous savez pourquoi la CENI a jugé nécessaire de ne pas donner les procès-verbaux aux candidats? Parce que lui, il dit l'opposition. Parce que c'est dans leur tête, peut-être derrière, il y a une coulisse, il y a une magouille. C'est comme ça qu'ils interprètent l'information. On a interdit aux candidats d'avoir des procès-verbaux. C'est pour éviter que c'est l'organe qui est censé donner les résultats provisoires ne soit dévancé comme l'ont fait d'autres pendant les échéances passées. Donc on a tiré les leçons de ça, où un individu va s'asseoir pour dire, d'après ce que mon observateur m'a donné, voici les résultats de tel, voici les résultats de tel. Et l'organe qui est censé statuer là-dessus ne s'est pas encore statué et tu te proclames vainqueur déjà à actionner la roue pour dire que j'ai été déjà volé. Tu me laisses finir. Mais tu me laisses finir. Donc du coup, ça ne pourra pas marcher. Donc ce qu'il me dit, il me dit, bon, c'est pas forcé, c'est pas... on les a forcés jusqu'à la veille pour pouvoir donner les PV. Mais je le rappelle, ce sont des standards, c'est des normes. Même l'ONU a reconnu, on avait parlé de 6 PV. Et vu qu'il y a 12 candidats, il y a eu consensus pour permettre à chaque candidat d'avoir un procès verbal. Mais comment ça va se faire? Vous avez les représentants de chaque parti au sein du bureau de vote qui vont faire des notes, mais qui n'ont pas l'obligation de publier les résultats, mais par contre, qui peuvent remonter l'information au niveau de leur parti. Mais la publication des résultats provisoires revient à l'organe qui est censé donner des résultats, qui est la CENI, et qui n'approuve pas, mais qui donne son point de vue par rapport à la situation. Maintenant, concernant les oligarques, vous n'avez pas le docteur Makale. Vous savez, nous sommes tous des humains. C'est comme nous sommes dans ce bureau, et qu'aujourd'hui nous sommes en direct, et que le caméraman c'est un humain comme nous, qui peut avoir des soucis techniques ou des fois qui peut passer à gauche, mais c'est des choses qui arrivent. Mais cela ne voudrait pas remettre en cause tout ce qu'il a eu à faire. La CENI, du début jusqu'à la fin, tout le travail qu'il a fait jusqu'à l'instant où nous en sommes là, il faudrait qu'on s'en félicite. C'est une première fois dans l'histoire de ce pays. Donc si les gens refusent de voir cette réalité en face, et on va aller faire du millimétre, aller chercher des problèmes où ça n'existe pas, parce qu'on parle du déplacement de ces millions d'électeurs. Je vous donne un exemple. Vous partez dans des localités où l'accès est difficile. Maintenant, le citoyen, il est censé, obligé de voter. Maintenant, si vous lui donnez la possibilité d'aller voter, en lui permettant d'aller vers une zone où il a la possibilité de voter, je prends le cas du Sénégal. Vous savez, souvent, quand il y a des élections au Sénégal, il y a d'autres qui vont à Tambacounda, il y a d'autres qui vont à Louga. Si nous avions la possibilité, parce qu'ils vivent à Dakar, de se licencier à partir de Dakar pour voter, mais ils quittent ici jusqu'à aller à Tambacounda. Là, on ne va pas parler de la distance et toutes les difficultés qu'ils ont, les tracasseries qu'ils ont pour pouvoir atteindre le lieu pour aller voter. Ça ne justifie on pas. en connaît. En Guinée, si par exemple, à cause de la distanciation, vous dites qu'ils ont fait de ça une stratégie pour ne pas permettre à certains d'aller voter, c'est purement politique. C'est parce que l'opposition veut toujours dire que, par exemple, il a parlé de Télimé. Télimé, on sait que c'est un fief de l'opposition. On sait que Bokeh, récemment, le président de la République a gagné à Bokeh. Maintenant, regardez, Télimé Bokeh. Bokeh, il y a des zones où le président a toujours gagné.
où les électeurs sont loin de leur bureau de vote. Là, ils ne vont pas interpréter. Mais vu que c'est télémêlé, c'est un fief purement UFDG, là, on veut expliquer que c'est dû au fait que le président veut empêcher les électeurs d'avoir des difficultés à rejoindre les bureaux de vote pour voter à temps. Donc moi, je ne rentre pas dans ces petits détails où ils vont aller. Je veux vraiment des vrais problèmes. Pour Dr Makel, on peut comprendre. La CENI dit reconnaître que c'est une anomalie. Ils sont en train de régler. Donc ils n'ont pas nié la chose. Donc il faut reconnaître ce qui est fait. Donc il faut lui dire que nous sommes humains. La perfection n'existe pas dans ce monde. Donc on essaie de faire le maximum Monsieur possible. Sampari, j'espère que vous avez chronométré. On Oui, vous a bien sûr. suffisamment laissé parler maintenant. On va retourner sur le terrain. Retrouver l'un de nos correspondants à Cancan notamment, où le docteur Ousmane Kaba a parlé de bureaux fictifs, d'électeurs qu'on déplace avec des urnes. Lui qui est sur le terrain, on va prendre sa réaction pour voir s'il a constaté des faits pareils. Il s'appelle Abdoulaye Nkoya Silla. Bonjour une nouvelle fois à vous et merci de nous retrouver. Alors, vous avez suivi cette déclaration du docteur Ousmane Kaba qui a donc voté à Cancan. Est-ce que ce qu'il a dit, vous avez pu le constater sur le terrain? Merci beaucoup à vous. Voilà qui est clair sur le terrain. Donc, cette déclaration du docteur Ousmane Kaba, on va les prendre avec pincette pour le moment. Je rappelle que Ali Boka Samoura, qui est le directeur de communication de la CENI, a effectivement démenti. Notre correspondant dit qu'il n'a rien constaté de tel. On va poursuivre, chers invités. On va maintenant permettez, Monsieur Sampari. Monsieur Sampari, on va évoluer dans cette émission. On a prévu discuter autour un peu du bilan du président Alpha Condé. Il a fait 10 ans à la tête du pouvoir et puis il prétend, il veut un prochain mandat. On va aller à Zérékoré, à 1000 km de Conakry, autant pour moi de Conakry environ, pour retrouver notre correspondant Badia Kama qui nous a fait un reportage sur l'état des routes dans cette région. Les populations s'en plaignent beaucoup. On le suit, on revient, on en discute. Là, tu n'auras pas. Là, tu n'auras pas d'argument. Hein. Si. Je ne parle pas d'argument, je parle des faits. Pas des faits. Qu'est-ce que l'État est en train de faire? Est-ce que le préfet, une fois voyagé sur la route du Yomo de Corée, pour qu'il essaie un peu de fournir des efforts afin que l'État intervienne là-bas pour le
chef du syndicat des conducteurs à Zéligoré, le problème des routes à Guinée-Forestière doit être la principale priorité du prochain président. Avocat Condé. Nous, on demande, c'est lui qui va arranger la route. Nous, on demande vraiment, lui va gagner les places. Même si c'est bon, Alpha Condé qui a arrêté sur sa place, il ne faut pas qu'il oublie nous pour la route là. Parce que nous, aujourd'hui, nous les syndicalistes, grâce à l'Euro camion, nous, on gagne notre zone là. Zéligoré, on est pas lié à camarade pour la West Africa Démocratie Radio. Alors, Ismaël Somparé, on vient d'écouter bien évidemment le reportage à Conakry sur l'état des routes. Alors, on va quand même rappeler que quand Alpha Condé est arrivé au pouvoir en 2010, il avait axé sa campagne sur un programme où les infrastructures occupaient vraiment une place très très importante. Infrastructures routières et bien d'autres. Et aujourd'hui encore, on attend beaucoup côté infrastructure justement en Guinée. Alors, sur cet événement, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que cela n'a pas été un échec pour le président Alpha Condé? Oui, un échec pour les gens qui voient toujours les choses dans le mauvais sens. C'est-à-dire, le président de la République, quand il est venu dans ce pays, il n'a bénéficié presque de rien en matière d'infrastructure. Parce que là-bas, c'est ce qu'il faut préciser aux Guinéens. C'est-à-dire, quand vous voulez parler des acquis d'un président, quand souvent mon président a l'habitude de dire, il dit, Macky Sall est venu trouver des acquis au Sénégal. Il dit donc, c'est facile pour eux d'aller plus vite que moi. Il dit, moi, je n'ai pas trouvé d'acquis. On va quand même rappeler qu'Alpha Condé est quand même là depuis 10 ans. Non, c'est ce que je vous précise d'abord. C'est-à-dire, pour vous, les 10 ans, c'est ce que vous calculez. Maintenant, les 10 ans, c'est-à-dire, quand nous prenons aujourd'hui le schéma de développement des pays africains, on se réfère de ces institutions internationales de financement de banques. La Guinée, il n'y avait pas d'infrastructure. Mon collègue il conviendra avec moi qu'avant l'arrivée d'Alpha Condé, ce qu'on appelle infrastructure n'existait pas dans le pays. Je dis bien, que ce soit en matière de route, que ce soit en matière d'outilier, que ce soit en matière comme on appelle d'école, d'infrastructure écolière, hôtelière ou de route, ça n'existe pas, qui ne prouve le contraire avant qu'Alpha Condé n'arrive. Un. De deux, c'est quoi? Le président il est venu dire, je n'ai rien trouvé dans les caisses de l'État. On ne fait pas des routes avec des papiers, on fait des routes avec de l'argent. Maintenant, un État qui est pauvre, qui n'a rien dans les caisses, qui n'a pas d'argent, il va faire comment pour obtenir des moyens pour pouvoir investir sur les infrastructures? Il faut quoi? Il faut essayer d'abord de mettre en place un système de politique de développement des infrastructures du pays. Il les soumet. Et les soumettre aux bailleurs de fonds qui sont censés d'abord, parce qu'un projet ne se monte pas à 6 mois, surtout des projets de grande envergure de 1000 km de route, de 2000 km de route, ne peut pas se faire en catimini à 2 ou 3 mois. C'est des études de faisabilité sur le terrain. Donc depuis 10 ans, les études ne sont pas terminées. Non, ce n'est pas une question de 10 ans. D'abord, ils ont cité tout à l'heure, j'ai noté. Pourquoi j'ai noté? Le reporter, il a parlé de Zéléko, ils ont parlé de Yomo et de Diéké. Maintenant, quand nous prenons la zone de la Guinée forestière, on a Yomo, on a Lola, on a Macenta. Donc vous voyez, ce n'est pas toute une partie de la forêt qui est prise. La forêt est prise à moitié. Donc ceux qui pratiquent cette terre. Je t'explique. Quand on parle de la forêt, il y a combien de préfectures? Il y en a combien? Donc pour parler de l'état des routes d'une préfecture ou d'une commune, vous partez d'abord sur des bases bien concrètes. Je suis d'accord que tout n'est pas rose. Là, il faut le reconnaître. Je ne suis pas là pour juste peindre ce qui n'est pas à peindre. Je vous dis, il y a l'état des routes qui sont défectueuses dans le pays, mais beaucoup de choses ont été faites en matière d'infrastructure routière. Donc, je vous les cite. Donc, il n'a pas cité Lola, il n'a pas cité Macenta, il n'a pas cité Kisedougou. Moi, je vous cite des zones. Maintenant, quand vous partez dans ces zones aujourd'hui, c'est-à-dire il faut un peu sortir de son ego pour voir la réalité en face. Moi, je suis d'accord qu'à partir de Zélékoré, parce que mon père est un ingénieur, la route de Zélékoré, il y a une partie du goudron qui a été faite, qui n'a pas été acheminée. Le président de la République avait promis plus de 1500 km de route. Et les 1500 km de route doivent être répartis. Et la Guinée, c'est 4 régions naturelles. Donc, il ne faudrait pas s'abattre sur une seule zone pour dire que ça n'a pas été fait. Pour savoir que le président de la République a beaucoup fait en matière d'infrastructure routière, on ne peut pas se rabattre juste sur une région pour pouvoir dire qu'à partir de cette région-là, le président n'a rien fait. Vous prenez dans les 4 régions naturelles. Qu'est-ce qui a été fait? Monsieur Somparé précisé, on a reçu. Je vous précise que le président de la République, dans toute l'étendue du territoire. On a reçu beaucoup de reportages, on a diffusé que celui-là, ce n'est qu'un choix, mais dans plusieurs régions. Maintenant, je vous donne des statistiques. Je vous donne des statistiques. Il n'y a pas de route. Maintenant, je vous donne. Non, je vous donne des statistiques. Avant que le président Alpha Condé n'arrive, la Guinée n'a jamais fait plus de 1000 km de route. Je vous précise, avant que le président Alpha Condé n'arrive, le pays n'a jamais fait plus de 1000 km de route. Et depuis que le président Alpha Condé aujourd'hui est là, la Guinée a pu se doter de 1200 et quelques kilomètres de route dans tous les pays. Je vous donne des chiffres. Vous avez dit tout à l'heure que votre ami Diéko Diallo doit être d'accord avec vous. Excusez-moi, je pense que si ce point n'est pas d'accord, on va lui donner la parole. D'accord. Eh bien, nous parlons du bilan du professeur Alpha Condé, des bilans de 10 ans, il faut le rappeler. 10 ans de non, parlons des routes. Nous parlons également, évidemment, nous parlons des routes. Alors,
il vient d'essayer de défendre l'indéfendable. Mais ce qu'il faut reconnaître en Guinée aujourd'hui, que la Guinée n'a pas d'infrastructure routière. Mais c'est Alpha Condé a promis... les 1200 km de route dont il a promis 1200 km de route à la Guinée en 2010. J'avoue, je vous le dis et je le réitère. Le contraire, vous appelez vos représentants en Guinée, ils peuvent le vérifier. Mais c'est Alpha Condé n'a pas fait 10 km de route. 10 km de route, il n'a pas fait. Pour vous dire que Somphonia Kalbele, ça fait 5 km. Il a parlé de Lula. Non, moi je commence par Conakry. Ça c'est à Conakry. Non, parlons de la forêt parce que c'est de là qu'est parti. Alors, on a parlé de Lula, de Macenta, il a donné cet exemple. De Lola, de Macenta. Moi j'ai quitté Macenta en 2017. J'ai quitté Macenta, je suis allé en Zéro-Corée. J'avoue qu'il n'y a pas de route. Au-delà de ça, nous avons vu pendant ces campagnes ce qui se passe avec tous les accidents que les gens rencontrent, toutes les difficultés de déplacement. La mobilité n'y est pas parce que tout simplement, nous n'avons pas d'infrastructure routière. Ils ont érigé tout le pays en sentier pour dire que nous sommes en campagne. Il faut quand même trouver quelque chose parce que le bilan est désastreux. Il faut trouver quelque chose quand même pour dire aux populations, renouvelez-moi votre confiance, accordez-moi vos voix. Il faut creuser partout. Et il vient partout où il vient, il pose de premières pierres. Pose de premières pierres. Après 10 ans, il n'y a rien. Tout c'est le même sentier qui continue. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas construire un pays avec je suis en train. Il faut passer au concret, à la réalité. Alpha Condé, à chaque fois qu'on lui parle d'infrastructure routière, il dit je suis en train. Les questions de politique de développement, ce n'est pas que la Banque mondiale qui est obligée de financer nos infrastructures routières. Nous sommes un pays, nous sommes une république. Nous avons une banque centrale, contrairement à certains pays de la sous-région. On est censé à 50% financer nos infrastructures routières. Mais s'il s'agit à tout moment de tendre la main et de dire qu'on n'a pas reçu de financement, je pense que ça c'est de l'irresponsabilité et ça montre davantage l'échec de M. Alpha Condé sur la question d'infrastructure routière. On va continuer à suivre des reportages pour parler de ce bilan. Le débat va se poursuivre. Vous avez eu votre temps de parole, M. Sombaré. Vous savez ce qui est bon aussi dans le débat, par exemple, il vous a répondu. Lorsque vous posez des questions à votre adversaire pour dire que le président il a trouvé quel acquis sur lequel il s'est basé. Ça, vous l'avez suffisamment dit. Non, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu que le président n'a rien trouvé. Le président, ce qui est grave, il dit à Conakry que le président n'a pas fait 10 km de route. Je ne sais pas si vous comprenez la même chose que moi, qu'il n'a pas fait 10 km de route. 10 km de route, je vous mets un défi. Oui. 10 km de route. Montrez-moi, dites-moi. Tout de suite à Conakry. Tout de suite à Conakry, je vous dis. 10 km de route. Attends, je donne. Qui sont sur Dapomba. Dapomba, attendez, ce projet ne l'appartient pas. C'est pas. C'est pas sous le magistère de qui? C'est pas sous le magistère de qui? Alors, on va continuer. Vous avez chacun parlé. Alors, vous vous êtes suffisamment expliqué. Je pense qu'on va permettre que ce débat se poursuive. On ne va pas épiloguer sur un seul sujet. On va maintenant faire le bilan économique des 10 ans d'Alpha Condé avec un économiste, il s'appelle Hamidou Barry, qui a été interrogé sur ce point par notre collègue Salimou Mouni Seibou. 5 minutes d'entretien pour faire un bilan en général de ce que le président a fait sur le plan économique pendant ces 10 ans de mandat. On écoute, on revient pour en discuter. La croissance est essentiellement tirée par le secteur privé, l'accroissement des investissements liés à
ça a concentré énormément d'efforts dans ce secteur, mais force est de constater que ce secteur n'a pas vraiment connu une amélioration substantielle. Les efforts sont à relativiser parce que ce n'est pas aussi important que ça. La Guinée a une convention cadre avec la Chine qui lui a permis de financer une route nationale et cette convention a été très importante. L'inflation était à l'ordre de 8,5%. A priori, on pourrait dire que l'inflation est maîtrisée. Nous, on a trouvé un article là-dessus. Je pense que c'est ça. Pourquoi? Parce que même la base des calculs de l'inflation est assez discutable. Le point de collecte des prix des différents denrées à la consommation, véritablement sont seulement situés dans la capitale, ce qui laisse de côté tous les marchés régionaux. Autre chose, il y a plusieurs éléments aujourd'hui qui ne sont pas pris en compte dans les calculs de l'inflation. C'est le cas, par exemple, des TIC. Technologie de l'information et de la communication. Voilà, donc, alors que ça, c'est un élément important aujourd'hui de la consommation. Il est vrai que si on se réfère à 2010-2009, c'est une très mauvaise référence. Pourquoi? Parce qu'en 2010-2009, vous vous rappelez, on était en pleine crise pétrolière. Le baril de pétrole était à $105 en ce moment. Avec la crise des subprimes, notamment. Voilà, c'est l'une des conséquences des crises de subprimes. La Guinée est une économie importatrice à outrance. Ça veut dire que vous allez subir en plein fouet cette crise des coûts à l'international. Le gouvernement n'a pas la maîtrise de quelque chose parce que les taux de change en fonction des crises. En 2010 et 2020, on constate quand même des transformations au niveau de l'économie guinéenne. Comment est-ce qu'il faut transformer cette performance économique en croissance durable et inclusive? Il est vrai que le président de la République actuelle, il a des acquis, même s'il y a encore d'énormes défis. Il a eu des ratés à cause des problèmes de gouvernance, comme je le disais. À cause d'Ebola aussi? Oui, donc ça a été aussi un frein, il faut le reconnaître. Et ensuite, il y a eu la... à partir de 2016. Maintenant, ce qu'il y a à dire, l'économie guinéenne telle qu'elle se présente aujourd'hui, il est très difficile de stabiliser la croissance et de la pérenniser. Pourquoi? Parce que si vous avez une croissance économique qui est basée sur les matières premières, dont vous ne maîtrisez pas les prix à l'international. Et que vous ne transformez pas. Donc nous ne faisons que, moi je schématise souvent en disant que nous prenons de la terre rouge pour jeter dans la mer, pour dire simplement que on ramasse de la terre rouge et qu'on exporte à partir des bateaux pour aller déverser ça dans des pays. Donc ça, croyez-moi, ça n'apporte pas grand-chose. Vous voyez, la Guinée est passée, je crois, de 17 millions de tonnes par an à près de 60 millions de tonnes aujourd'hui. Le revenu annuel net, normalement, que cela devrait rapporter à la Guinée, ça se devrait tourner autour de 750 millions de dollars, mais on ne voit pas son impact. On ne voit pas son impact. Pourquoi? Parce que le secteur minier, d'abord, ce n'est pas un secteur créateur d'emplois. C'est un secteur hautement intensif en capital, donc en machine, qui ne crée pas dans l'emploi, donc il n'y a pas de redistribution. Deuxièmement, à cause du fait que c'est des investissements étrangers, donc le revenu net reversé au pays est très faible. Pourquoi? Parce que la plupart des revenus, la plupart des bénéfices sont rapatriés et c'est généralement, ça se joue entre multinationales, donc c'est des liquidités ou bien des revenus qui ne transitent même pas par le pays, qui s'échangent entre les banques internationales, entre ces différents donc une croissance qui ne profite pas aux Guinéens au fond. Donc ça ne profite pas aux Guinéens. En gros, c'est ça. Le peu qu'on gagne, ça rentre dans la mauvaise gouvernance et malheureusement, il n'y a pas assez de gains qui reviennent à la population. Je vous remercie, Hamidou Barry. Merci beaucoup. Merci également à vous, Sani Momoni Seibou, pour cette interview. Chers invités, on a concrètement 2 minutes pour finir cette édition spéciale consacrée à la présidentielle en Guinée. En un mot, on va être vraiment bref et concis. Tout n'est pas sombre, M. Diallo, dans le bilan du président Alpha Condé, comme le dit l'économiste. La seule chose qu'il faut reconnaître à M. Alpha Condé, c'est sa volonté de doter la Guinée d'électricité, d'électrifier la Guinée. Mais ça aussi, il faut quand même regarder. Il y a eu un faux pas, il y a eu un gros faux pas. Quand on parle de faux pas, c'est sur le financement de barrage Swapiti. Le barrage Swapiti était censé être financé à hauteur de 700 millions de dollars.
on s'est retrouvé avec un financement de 1 milliard 500 millions, 1 milliard 200, 500 millions d'extra. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et autre question aujourd'hui sur l'électrification de la Guinée, c'est que Soit Petit, une partie de Soit Petit ne sera pas gérée par la Guinée, par les Chinois. C'est un barrage hydroélectrique, il faut préciser. Oui. Alors, soyez tout aussi bref, monsieur Sampari. Je vous en prie, le temps est passé. Oui, je suis désolé, le temps est terminé. On ne peut pas continuer. Certainement, on n'a fait que ça. On n'a fait que ça jusqu'à présent. J'aurais bien aimé avoir un mot sur les mines. J'aurais bien aimé avoir un mot sur les mines. Je vous donne 3 secondes rapidement. D'accord. Il parle des mines. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui qu'en Guinée, les mines ne peuvent pas développer un pays. Parce que un camion de 20 tonnes de sable est plus rentable qu'un camion de 66 tonnes de bauxite. Ça, je vous le dis. Voilà. Le message est passé. Monsieur Sampari, rapidement, pour conclure. Rapidement, on a écouté les propos d'un économiste, parce qu'il faut préciser, il peut ne pas avoir la même lecture que moi. Donc, il a donné son point de vue. Il y a certaines choses que je partage, d'autres que je ne partage pas. Il a parlé d'électricité. Aujourd'hui, en Guinée, moi, j'ai étudié, j'ai grandi en Guinée. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, dans la capitale, quand il y a la pluie, l'électricité est 24 heures sur 24. Et pour pallier à ça, pour permettre à la République d'avoir de l'électricité de la capitale, la tribune qu'on devrait inaugurer récemment là de Soit Petit, à travers ces 1 million de mètres cubes de va permettre à la République de Guinée, précisément la zone de Conakry, d'avoir le courant 24 heures sur 24. Ça, c'est officiel, c'est un acquis. Maintenant, par rapport aux mines, c'est une première fois que moi j'entends pour dire les mines ne développent pas un pays. L'économie moderne de nos jours qui fait référence dans le monde, c'est l'Australie. L'Australie a pour but ces mines et la bauxite qui a une croissance de 20 ans soutenue à 2 chiffres, qui est un fait qu'aujourd'hui, sa majeure partie de sa communauté court pour aller vers cette zone. Donc, pour moi, c'est vraiment aberrant. Non, c'est vraiment aberrant. Chers invités, nous sommes malheureusement à la fin de cette édition spéciale. J'avais comme invité Ismaël Sampari, qui est du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, jeune Guinéen, résident à Dakar. En face de lui, Oumar Djeko Diallo, qui est lui de l'UFDG, le principal parti de l'opposition, donc le candidat Cellou Dalein Diallo. Merci bien à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alpha Boubacar, merci de m'avoir aidé à présenter cette édition spéciale. 14h, quelques secondes après moi, mes collègues du service anglais vont prendre l'antenne. Et puis à 15h30, vous aurez la prochaine édition spéciale sur la présidentielle en Guinée qui vous sera présentée par Sani Moumouis Seibou et Essouli Djedjou. À très vite.